c'est une présentation du festival Musique aux étoiles qui aura lieu à Carpentras du 16 au 22 juillet. Et c'est une rencontre avec Jean-Claude Maurice, scénographe de ce festival. Bonjour Jean-Claude et Bonjour. merci de nous accueillir à votre domicile. Merci à vous, surtout d'être venu jusque chez nous, à Mazan, on va dire le lieu, voilà, par un temps à peu près orageux, comme aurait pu connaître Mozart s'il avait vu son enterrement diffusé sur les chaînes de télévision de l'époque, si elles avaient existé. Voilà. Avec le chant des cigales aussi, c'est à noter parce que c'est la première fois que j'entends les cigales pour la saison 2014. Jean-Claude Maury, vous êtes scénographe du festival Musique aux étoiles qui a été créé depuis 6 ans. C'est la 6e année et cette année c'est un hommage à Mozart. Oui, le spectacle principal, celui qui clôture ce festival, puisque nous aurons d'abord 2 concerts de musique de chambre, une conférence justement sur Mozart, qui sera quand même illustrée avec des morceaux de musique, bien sûr de Mozart, mais Beethoven et Bach, tous ces 2 compositeurs étant complémentaires avec la vie de Mozart, je l'expliquerai. Et le dernier spectacle, le grand spectacle pour moi, qui aura lieu dans la cour sud de l'Hôtel Dieu, et justement axé sur Mozart, sa vie, les grands moments de musique qu'il a pu créer. Je pense qu'on aurait pu faire un Mozart Forever 1 et un Mozart Forever 2, tellement il a pu écrire d'ouvrages. Il faut penser qu'à un moment donné, dans une très bonne période de sa vie, il écrivait quand même 4 ouvrages par mois. Donc c'est assez extraordinaire. Il avait, quand on parle du mot génie, chose qui n'était pas reconnue à son époque, je pense qu'aujourd'hui, le mot génie est même en dessous de la vérité, car il avait un sens de la création, un sens de la nouveauté dans l'écriture qui intéresse toujours les musicologues d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une envie pour vous, dans le cadre de la programmation, de faire ce concert Mozart Forever pour effectivement dire qu'on est dans une époque complètement décalée par rapport à la qualité musicale de ce que l'on pouvait entendre à cette époque-là? Oui, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Mozart est presque oublié. Quand il meurt, c'est le peuple qui l'acclame. Il meurt au moment où on joue la 84e représentation de La Flûte enchantée, qui avait été mise sur pied grâce à Schikaneder, qui était aussi scénariste, si je puis dire, pour employer un mot d'aujourd'hui, lorsqu'ils étaient ensemble. Ils s'étaient connus à Salzbourg, dans un théâtre un peu ambulant. Schikaneder était vraiment un homme à tout faire. Il était comédien, chanteur, danseur, impresario, et il avait un théâtre, une roulotte à l'extérieur des villes, bien sûr. Il ne faut pas oublier, comme pour Molière, il y avait ce fait que tout ce qui était comédie, il y avait un peu quelque chose de diabolique un peu derrière, et c'était un peu mystérieux. Enfin, le théâtre a toujours étonné, la musique aussi, et on peut en parler, je crois, des heures et des heures là-dessus. Mais quand Mozart, malheureusement, s'éteint, le 5 décembre 1791, dans la nuit, eh bien, il est un peu tombé dans l'oubli. C'est le peuple qui se souvient de lui. La messe, pas de messe en musique pour un génie comme lui. Très très vite, son enterrement, bon, Amadeus l'a très bien décrit, sauf qu'on n'a pas jeté le corps comme ça. La fosse commune était autrement organisée. C'était les corps, la fosse commune que l'on a pu éventuellement retrouver parce qu'il n'y avait pas de traces. 17 ans après, d'ailleurs, Constance, avec un remords un peu accusé, décide d'aller mettre une croix sur la tombe, car une fosse commune n'a pas de croix à l'époque, au cimetière Saint-Marc, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, on peut admirer une sorte d'effigie de Mozart. On pense que cette tombe, fosse commune plutôt, était en place. Et personne ne se souvient d'où on a mis le corps de Mozart. Et c'est 17 ans après qu'elle a un remords et qu'elle veut aller à ce cimetière. Mozart donc est un peu oublié. Par contre, quelques jours après, eh bien, Prague apprend la nouvelle. Il y a une messe qui est faite. Prague, cette ville que Mozart adorait plus que Vienne, en fin de compte. Il a tellement voulu venir à Vienne et que malheureusement, cette ville ne fut pas pour lui la ville qu'il espérait. C'était Prague. Et Prague lui fait une messe où il y a 4000 personnes qui sont présentes. Et quelqu'un qui lui avait demandé de venir avec lui, c'est Haydn.
Papa Haydn, puisque quand son père meurt, il appelle Haydn, le fameux musicien Papa Haydn, et Haydn lui demande de venir à Londres. Il est embauché à Londres pour 4 compositions d'opéra pour 600 000 florins. Malheureusement, il est obligé de dire non, d'autant plus que Constance est encore nouvelles fois dans les couches, et qu'après l'accouchement, comme elle est toujours très fragile de santé, elle s'en va une nouvelle fois à Baden. Ça coûte énormément d'argent au couple, au ménage, et il ne peut pas venir avec Haydn, il ne peut pas accompagner Haydn à Londres. Et quand Haydn, bien sûr, avec le trajet et pas le téléphone, il faut quand même penser à ça, il faut se remettre un peu dans le conditionnement. Quand Haydn apprend que Mozart est mort, c'est quelque chose de terrible. Il demande à Constance de lui envoyer ses dernières compositions de façon à faire mieux connaître Mozart à Londres, où justement il aurait peut-être pu faire une nouvelle carrière, redémarrer. Et puis, il faut quand même penser à quelque chose. Aujourd'hui, on voit bien la difficulté de la musique. La France connaît des problèmes que l'on ne peut ignorer. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passe en 91 ? Eh bien, ça fait déjà 2 ans que la France a fait sa Révolution française et que le changement d'empereur entre Léopold et Joseph, c'est plus le même empereur. Il y en a un dont sa sœur est Marie-Antoinette et que sa vie est drôlement menacée. Tout ce fait que on a un gros souci. Mozart a un gros souci. Il a créé les Noces de Figaro, donc il a mis à l'honneur Beaumarchais. Beaumarchais fait partie quand même de cette Révolution française. Et en Autriche, c'est très mal pris dans le domaine du Saint-Empire, qui est justement la réunion de l'Autriche à l'époque. Tout ce pays était beaucoup plus grand. La Pologne était aussi un parti dans ces gros blocs du Saint-Empire germanique. Eh bien, Mozart n'avait pas forcément le bon rôle. Plus Don Juan qui triomphe à Prague, et que l'ancien empereur demande, grâce à Da Ponte, de venir donner à Vienne. Un succès aussi, mais Mozart, c'est quoi ? Mozart, c'est vraiment quelqu'un qui est, quand je dis Mozart forever, parce qu'aujourd'hui on peut donner du Mozart moderne, d'une façon ancienne, enfin quand ancienne je peux dire en costume d'époque, mais comédie humaine, c'est parce qu'on est tous des Don Juan, vous êtes tous une Zerline, vous êtes vous-même une Constance, et on a tous ce rôle en nous, c'est-à-dire que Mozart a pris des personnages qui existait et à qui il a donné vie, et une vie extraordinaire, et qui n'a pas vieilli. On a tous rencontré une petite bonne chez ses parents, pendant ses vacances ou autres, qui était un peu finaude, etc. C'est Zerline, c'est ce qu'avait fait Molière, et Mozart donne vie à tous ces personnages qui, pour moi, n'ont pas pris une seule ride, quoi. Et c'est ça que je voudrais essayer de démontrer en donnant, dans cette cour sud, avec des bouts de décor. On va avoir Maison du Monde qui a joué le jeu de nous prêter des éléments qui se rapporteraient un peu à la mise en scène. On va avoir, par exemple, Così va être dans son jus, vraiment en costume d'époque, parce qu'on a ce duo, et voire le trio entre Fiordiligi, Dorabella pour moi, c'est un des morceaux extraordinaires. Et Così, c'est quoi ? Fallait avoir le culot de dire ainsi font-elles, parce que c'est une modernité de dire que les femmes elles peuvent ressembler aux hommes, qu'elles sont aussi coquines, et qu'à la fin, quand les couples se réunissent à nouveau, le rideau tombe, mais on ne sait pas si, en fin de compte, comme elles ont connu quelqu'un d'autre, elles ne vont pas se remettre ensemble. C'est là les grandes inconnues que l'on peut se dire et repenser au spectacle quand le rideau est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Don Juan, est-ce que la statue du commandeur, est-ce que cette statue, c'est pas toutes les colères qu'avait Léopold Mozart, le père de Mozart, qui voyait les dépenses incongrues de son fils, alors que lui, il mettait tout de côté pour rembourser les multiples voyages qu'il avait fait avec lui quand il était jeune. Et ce portrait, la seule chose qu'avait gardé Mozart, parce qu'au fur et à mesure, et son piano, 5 octaves à l'époque, c'était très rare, piano forte bien sûr, et quelques petites choses de valeur, petites tabatières et tout ça, mais est-ce que ce commandeur qui vient le chercher dans le banquet de pierre, est-ce que c'est pas l'image de son père puissant qui en veut à son fils de toutes ses folies, et surtout d'avoir épousé Constance ? Déjà, il ne voulait absolument pas qu'il épouse Alyosha,
pour qui ça a été le grand amour. Mozart a eu Constance dans son... Vraiment, il a aimé cette femme, même s'il est allé papillonner à droite et à gauche, mais il a adoré Constance. Mais il a eu deux grands amours. Il a eu, bien sûr, Aliosa, pour qui il a écrit des airs de concert somptueux. Elle le jettera bien comme il faut quand il lui aura tracé sa ligne de cantatrice. Et puis, il a eu Nancy Storace, qui a été la première Suzanne dans Les Noces de Figaro. Voilà. Et toujours l'amour, toujours... D'ailleurs, c'est écrit dans Così. L'amour est un petit serpent, mais venez voir la suite pour cette phrase, on la dira en français après. Merci de nous faire partager votre passion. C'est vraiment très inné chez vous, c'est ce que vous dégagez à travers cela. D'ailleurs, vous allez illustrer vous-même cette conférence le 18 juillet pour redonner vie à Mozart, comme Mozart a pu donner vie aux d'autres personnages, comme vous le disiez. Qu'est-ce qui vous touche chez ce compositeur ? Qu'est-ce qui touche chez Mozart ? Ça, c'est une bonne question, comme on dit vulgairement. Ce qui touche chez Mozart, c'est cette puissance d'écriture. Quand on regarde les partitions, j'ai eu la chance, moi, en allant en Autriche, de regarder, puisque l'Autriche, c'est quand même maintenant la patrie, même si, au départ, ce pays a un peu rejeté Mozart, quand même, à la fin de sa carrière. C'est quand même son pays, maintenant, où on a, depuis les boules de chocolat, le théâtre, le festival de Salzbourg. C'est vraiment le Mozart le divin, l'aimé des dieux, c'est ça que l'on peut dire dans Wolfgang Amadeus Mozart. Il avait vraiment un prénom. Moi, ce qui me touche chez Mozart, c'est cette facilité qu'il a eue à écrire, de passer d'un thème à un autre. On ne le donne pas dans le spectacle. Mais il y a une bataille, d'ailleurs, la haine, entre guillemets, mais je pense qu'on peut peut-être retirer les guillemets, entre Salieri et Mozart. C'est avec un petit opéra d'un acte qui devait s'écrire en compétition. Mozart écrivait le sien, Salieri écrivait le sien, le directeur de théâtre, si je puis le traduire tout de suite, et Mozart a écrit le sien. Quand on écoute les deux côte à côte, c'est extraordinaire. Salieri, on ne peut pas dire que Salieri a fait des grandes musiques. On peut respecter Salieri. J'ai donné une fois un morceau de Salieri. Mais quand on a Mozart, c'est une légèreté. C'est quelque chose qui vous reste dans les oreilles. C'est quelque chose qui vous pénètre. Et pourtant, quand on réfléchit bien, cette légèreté veut dire quelque chose. Et que quand il écrit le trio des quilles, Mozart, qui est un trio qu'on a donné d'ailleurs ici à Carpentras, dans les concerts de musique de chambre, bien derrière cette légèreté, cette semblance de légèreté, il y a quelque chose. Quand il écrit le trio des quilles, par exemple, c'est ses dernières heures de bonheur. Il est chez des amis, un médecin qui l'abrite, et il a perdu un enfant. Il a tous les ennuis qui commencent à lui tomber dessus, et il écrit quand même ce morceau extraordinaire. La Flûte enchantée, bon, c'est son dernier ouvrage. Est-ce qu'il a vraiment voulu ou non représenter un peu le symbole ? Le deuxième acte de la flûte peut le ressembler, avec tout ce qui est à passer, l'eau, le feu, savoir se taire, ce que représente Papageno, qui lui parle, est volubile, il ment, etc. Or, dans tout ce qu'il faut dire et ne pas dire, c'est l'acte de la franc-maçonnerie, puisque Mozart était franc-maçon, il y a fait rentrer Haydn, Salieri ne l'était pas, mais il a dans cette musique quelque chose d'une jeunesse qui ne s'éteindrait pas. Je crois que dans un siècle ou deux, on pourra encore faire du Mozart, que ce soit Don Juan, la Clémence de Titus, qui a été malheureusement laissée pour compte, puisqu'elle a été faite pour le couronnement de Léopold II, et l'impératrice, il est allé le donner à Prague, puisque le couronnement avait lieu là-bas. L'impératrice a dit, excusez-moi l'expression, qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai traduit en allemand, je vous le donne tout de suite en français. C'est dramatique. Et on a laissé tomber la Clémence de Titus. Le spectacle, nous, va commencer avec cette Clémence de Titus, qu'il écrit en à peu près 18 jours. Je pense qu'il y a des légendes aussi avec Mozart, qui fait que cette musique peut rester puissante. Mais il écrit quand même les 9 dixièmes, et c'est son élève Süssmayer, et on l'entend quand on voit la partition et quand on entend un peu la musique, qui a fait certains récitatifs, etc. Mais quand même, il avait une puissance. Il faut voir, on regarde sa dernière année, 91, il faut voir comment ce qu'il écrit. Il écrit la Clémence de Titus, il écrit ce fameux concerto pour clarinette pour un ami qui s'appelle Sadler. Après, encore une fois, on lui reprochera qu'il a écrit cela pour
un certain style de clarinette avec ce qu'on appelle le la de basson, c'est-à-dire qui donnait encore plus de grave. On n'avait pas les pianos d'aujourd'hui, ces fameux pianos qu'ont connus Liszt et Chopin, ces fameux Erard ou Pleyel, avec des cadres métalliques, donc qui donnaient une puissance. En plus, c'était des casseurs de piano, ces deux zigs. Hein. Mais je veux dire par là que Mozart... c'est extra. D'ailleurs, Beethoven, il a donné quelques leçons. Mozart n'aimait pas donner des leçons. Il a été obligé d'en donner. Il essayait de... Quand quelqu'un venait en lui disant « Voilà, maître, je veux essayer d'interpréter votre musique », si la personne était douée, il donnait des leçons gratuitement. Parce qu'il avait envie de faire partager son plaisir d'écrire, sa puissance phénoménale de création. Mais il a donné une ou deux leçons à Mozart. À Beethoven, pardon. Et un jour, il entend Beethoven dans un salon en train de jouer. Et il dit, si jamais il continue, on va en entendre parler. Mais ce qui est assez extraordinaire, s'il avait pu continuer, c'est là où est le mystère, puisque maintenant on peut à peu près illustrer sa mort. Mais aujourd'hui, le mystère reste entier d'une certaine façon, parce qu'on pourrait se dire, s'il avait vécu aussi longtemps que sa sœur, la fameuse Nannerl, qui elle aussi était une aficionados du clavier, comme on dirait, mais le clavecin en particulier. Elle était hyper douée. Et pourquoi c'est le fils que Léopold met en valeur et pas sa sœur. Ça, c'est un mystère. C'est lui qui devient une sorte de bête de foire quand le père, Léopold, l'emmène un peu dans tous ses voyages pour les présenter de cour en cour. C'est même là où il rencontre la future reine de France, Marie-Antoinette. Il glisse sur le parquet. Marie-Antoinette va devant, elle est toute petite, va relever cet enfant et il la regarde et il la remercie et il lui dit « Madame, pour vous remercier, plus tard, je vous épouserai ». Peut-être que l'histoire de France aurait changé, je ne sais pas. Mais c'était une anecdote qui est totalement écrite d'ailleurs par Léopold lui-même dans toutes les correspondances, puisqu'on n'écrivait pas sur un ordinateur. À l'époque, on écrivait. Et je suis d'ailleurs toujours étonné de la puissance du courrier. Ce qui est important, c'est que Nannerl a vécu jusqu'à 76 ans. Elle meurt aveugle et un peu en très mauvaise santé. Bah, déjà, c'est miraculeux à cette époque-là. Mais on se dirait que s'il avait vécu à peu de choses près aussi longtemps que sa sœur, il aurait enterré Schubert et il aurait enterré Beethoven. Ce qui est terrible, c'est qu'Haydn, le fameux papa Haydn, vivra 18 ans encore après la mort de Mozart. Donc vous voyez, la musique de Mozart est forte et où le mystère peut rester en entier, on peut se dire qu'après toute cette période très très forte, très chaude que sont toutes ces révolutions dans l'Europe de l'époque, peut-être que s'il était parti à Londres, où la révolution s'est faite sans accroc, dans l'histoire là-bas, on peut dire qu'il aurait repris du poil de la bête et qu'aujourd'hui, on aurait encore un bon nombre d'ouvrages à donner avec une modernité, puisque la Aufklärung étant dépassée, les siècles des Lumières, bien sûr, la Révolution a apporté d'autres mœurs et ceux qu'il donnait déjà en tant que précurseurs et que l'on sentait dans cette musique quand on écoute Figaro en train de chanter ou l'air de Chérubin, qui est joué par une femme, puisque à un moment donné, Mozart a changé dans sa musique, il écrivait pour des castrats, et ça l'ennuyait. Il disait toujours que les castrats, c'était pas la voix qu'il recherchait, et qu'en plus, certains jouaient très très mal. On est toujours étonné de Farinelli et tout ça, parce que c'était des bêtes, c'était des grands. Mais moi, mon interrogation aujourd'hui, je me dis que qu'est-ce qu'on pourrait écrire à la façon de Mozart, s'il avait voulu vivre. Et dans ce spectacle, j'essaye humblement, je dis bien humblement parce qu'on fait tout ce spectacle un peu à la MacGyver, avec des chanteurs de qualité, un orchestre, un chef de grande qualité. On essaye de faire tout cela pour donner l'envie aux gens, quand ils rentrent chez eux ou quand ils voient un ouvrage à la télévision sur Arte, Mezzo ou autre, de dire tiens, on ne l'a pas entendu, on va le découvrir, ou un disque. C'est créer la curiosité, l'envie et surtout, je pense qu'on en a tous besoin et qu'à cette époque-là déjà, on en avait un peu besoin, de faire rêver les gens avec la musique, ce que faisait Mozart déjà à son époque. À vous dirais-je, maman, c'était un morceau écrit pour les Pomponières lors du deuxième voyage à Paris, où malheureusement pour lui, il perd sa mère. Et d'ailleurs, Léopold lui en voudra toujours jusqu'à la fin de ses jours, que sa mère est morte à cause de lui. Est-ce que vous pensez, Jean-Claude Maury, que tous les artistes peuvent interpréter Mozart ?
Alors, contrairement à ce que l'on pense, Mozart est très très difficile. Quand on regarde les tessitures vocales de Mozart, il faut de bons chanteurs avec une très très bonne articulation. Aujourd'hui, on a un gros problème. D'ailleurs, c'est ce que fait Anita Titeka, qui est notre chef de chant. Elle va au-delà de cela, c'est qu'elle fait travailler la prononciation, que ce soit en italien, en français ou en allemand. On a besoin de faire travailler et il faut vivre cette musique. Et quand on a l'air de La Reine de la Nuit, l'air de Papageno, qui n'est pas si facile que ça, et en plus c'est lui qui ouvre l'ouvrage après une très courte ouverture, le rôle de Figaro, ce que va chanter Alexandre Duhamel. D'ailleurs, l'air de Figaro que nous allons donner, et je pense que tout le public lui portera chance. Il est déjà, comment dirais-je, sûr. Il a été pris pour faire le grand concours Domingo, je crois que c'est à Los Angeles, qu'aura lieu ce concours au mois d'août, et il va chanter cet air de Figaro. Donc, vous voyez, ça dure 3 minutes 20, mais ces 3 minutes 20, c'est difficile. Tous les airs, l'air d'Osmine est un des airs où des gens comme Chaliapine, qui étaient des grandes basses russes, s'y sont collés. Vraiment, c'est un air qui est très très bas. On a un autre, il y a Osmine, et puis il y a l'air de Zarastro dans la flûte enchantée, qui est la deuxième air pour une basse aussi que l'on a, Luc Bertin-Hugo, qui, je pense, va faire du poids sur le public et faire découvrir des voix qu'on n'a pas souvent l'occasion d'écouter. On a très peu d'ouvrages pour des basses. Rossini aimait aussi ce genre de musique. Il a mis l'air de la calomnie, c'est chanté par des basses. On a des barytons basses, mais on a une basse, et c'est assez rare en France. Alors des artistes, des voix de renommée nationale et internationale, voilà, en ce qui concerne Alexandre Duhamel, d'autres artistes de haute qualité aussi de la région, puisqu'il y a aussi des artistes que l'on rencontre forcément dans différents concerts du Vaucluse. Est-ce que c'est vraiment un choix qui vous appartient, de cet éclectisme de région, pour pouvoir permettre non seulement la diversité artistique, mais aussi l'envie et le souhait de donner accès à cette culture, à populariser la culture. L'art lyrique, on le disait, c'est souvent quelque chose qui fait peur et qui n'est pas forcément, connu de tous. On en parlait tout à l'heure, 98%, vous disiez, d'enfants ne connaissent pas la musique. Et ça, voilà. Et ça, c'est... Triste constat qui n'est pas fait par moi, mais par un spécialiste que j'entendais récemment sur Radio Classique, qui essaye pourtant de diffuser une musique. Il y a plus d'1 million et quelques d'auditeurs qui écoutent maintenant cette chaîne. Si mon choix et un peu de temps en temps semble plutôt étonner certaines personnes, il est vraiment voulu. J'essaye de donner ce qu'on appelle aujourd'hui des tubes, et en même temps de faire découvrir des choses que les gens entendent beaucoup moins. Il faut habituer les gens à écouter des musiques faciles et en même temps, de temps en temps, des musiques un peu plus difficiles, pour leur dire « Tiens, je ne connaissais pas, mais c'est pas mal ». Donc, par exemple, maintenant, on en parle beaucoup, c'est une nouvelle mode. On a fait écouter, je crois, il y a 2 ans, le trio d'Arensky. Les gens sont venus à la fin du concert en disant « Mais c'est génial, c'est fabuleux, qu'est-ce que c'est ?» Vous avez présenté Arensky. Qui était Arensky ? Arensky, pour vos téléspectateurs, c'est la personne qui a un peu, appris toute cette force qu'a eu Rachmaninoff après. Donc vous voyez, il a été un peu mangé par cette mode Tchaïkovski. Il a fini, alors que c'était un très grand, il a fini pour diriger la chorale pas de l'empereur en Russie, c'est un tsar. Et voilà, j'ai fait connaître Arensky. Aujourd'hui, Arensky est hyper connu. On en entend, on découvre qu'il a des quatuors, qu'il a écrit des morceaux de musique. Medtner aussi est un pianiste fabuleux. La musique russe a été extraordinaire. On va donner cette année le quatuor de Shostakovich, mais on va donner aussi Tchaïkovski. On connaît Tchaïkovski. Les gens vont me dire « Ah, c'est bizarre, Tchaïkovski, il a écrit ça ». Ben oui, on connaît Tchaïkovski, Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Casse-Noisette, un de ses opéras, peut-être La Dame de Pique et tout ça. Mais
je veux dire qu'il faut faire découvrir aux gens un grand éventail, parce que dans cet éventail, eh bien, ils vont quand même retenir certains morceaux de musique, et puis ça leur donnera l'envie de revenir nous voir, d'être curieux, d'aller voir les artistes. Vous parliez de ceux que j'ai choisis et qui travaillent dans la région, parce que je n'aime pas le parisianisme, je trouve ça complètement dépassé aujourd'hui. J'aime mélanger tous les styles, tous les genres, et tous les musiciens, à partir du moment où ils se valent, eh bien, ils ont le droit de citer dans un festival. Et puis, on crée une équipe. Et surtout, depuis, c'est notre 6e année, vous le disiez tout à l'heure, je crois que j'ai réécouté quelque chose qu'on avait enregistré pour mettre sur notre site. Je réécoutais avec une grande attention et je me disais, ça y est, je pense qu'on est dans le vrai. On a obtenu une sonorité qui correspond très bien à l'ensemble que les gens ont l'habitude maintenant de voir, qui est Françoise Buffet, Fabrice Durand, Cordélia Palme, comment dirais-je, notre violoniste qui vient, Claire Charlier aussi, qui joue. Tous ces gens-là ont un amour de leur vie, de leur vie musicale, parce que ça passe avant tout, et de leur talent. Par exemple, Cordélia Palme vient de triompher, je peux dire que le mot triomphe est vrai, dans le concerto de Saint-Saëns avec l'orchestre d'Avignon, où j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter. Je suis sorti de là, j'ai dit, vraiment, elle a du talent. Elle mérite d'être soliste, à jouer à droite et à gauche. Et si je peux, j'essaierai de refaire, parce que c'est un travail gigantesque. Et le travail qui est fait pour ce festival, ce mini-festival de musique aux étoiles, eh bien, je crois que les gens peuvent applaudir tous ces artistes de talent, je crois. Alors, favoriser la proximité, populariser la culture, est-ce que vous avez eu un regard différent d'année en année par rapport au public qui fréquente votre festival? La demande du maire, Francis Adolphe, était au départ de jouer sur des places de Carpentras. Carpentras est une jolie ville que nous aimons refaire découvrir à des gens qui ne la connaissent pas, parce que lorsque on vous dit que vous faites un festival à Carpentras, bon, tu fais un festival à Carpentras, mais qu'est-ce qui t'a passé? Tu pouvais aller ailleurs que Carpentras? Non, j'ai connu Carpentras il y a fort longtemps, la ville a bien changé, mais il y a eu un maire là qui a décidé de redonner une sorte de reconquête un peu nécessaire à cette ville pour la culture. Et je pense que là, le fait que nous allons sur des places qui sont petites ou qui sont grandes, cette année, malheureusement, on est victime de notre succès. Les 2 concerts de musique de chambre auront lieu sur le parvis de la cathédrale pour accueillir. On va sauter des 300, 400 et quelques places. Les gens étaient un peu assis par terre et nous le reprochaient. La petite place à côté de la cathédrale. On est allé sur le parvis de la cathédrale, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a des œuvres qui ne passeront pas. Je suis obligé de changer, comment dirais-je, le programme, parce qu'il faut des œuvres fortes, que ce soit pour le piano et le violon, que pour des œuvres, quand il y a 4-5 musiciens, ça va aller. Mais exemple encore, cette année, j'avais envie dans le Schubert, qui pour moi, pour 2 violoncelles, ce qu'il a écrit, le quintet pour 2 violoncelles, c'est une œuvre que les puristes vous diront somptueuse, magnifique et tout. Il y a ce morceau, cet adagio, qui commence vraiment par un lamento, mais terrible, terrible. C'est dans une salle, il ne faut pas entendre passer une guêpe ou un bourdon, hein. Et là, je pense qu'on va... On va pas le donner, on va donner le premier mouvement, mais on va pas le donner. J'expliquerai au public, aux puristes, parce que j'aime ce mélange de gens qui viennent, qui passent sur cette place, qui voient une chaise libre, puisque ces concerts sont gratuits, ils s'assoient et ils écoutent. S'ils sont charmés, ils restent. En général, et c'est là qu'on s'aperçoit, toute l'équipe de Musique aux Étoiles, que ce qu'on a voulu au départ, essayer de capter leur envie, la passion pour certains, et que ce mélange, cette fusion se fait, on se dit, là on a réussi. Les gens restent assis et ne bougent plus, et ils sont là pendant 1h10, 1h15, parce qu'au départ on était parti avec le symbole de dire 1 heure avec. Maintenant, c'est dès le deuxième festival, c'est plutôt 1h30, 1h15, parce que faut pas compter, quand on aime on ne compte pas. Je crois que vous seriez d'accord avec moi. Tout à fait, merci beaucoup Jean-Claude Maury pour cette rencontre très passionnante. Merci, un prochain épisode, quand vous voulez. Merci.